Il n'y a plus de vie telle qu'on la connaît sans électricité. Il n'y a plus non plus de télécommunications, il n'y a plus de services de sécurité, il n'y a plus de services d'urgence. Notre société est dépendante de l'électricité. L'électricité, c'est un produit de première nécessité. D'ailleurs, c'est considéré comme un service public. Il n'y a pas de vraie souveraineté s'il n'y a pas des choix que la nation peut porter et tenir en matière d'énergie. L'énergie, c'est stratégique. C'est stratégique. Qui pourrait se passer d'électricité aujourd'hui? À la maison, au travail ou dans les lieux publics, on s'en sert pour s'éclairer, se chauffer, s'alimenter, communiquer, se déplacer. Bref, le courant électrique, c'est l'énergie essentielle de la vie quotidienne. Un produit miracle, mais qui coûte de plus en plus cher, sans que l'on sache très bien pourquoi. C'est un système extrêmement complexe. Nous sommes moins d'une cinquantaine en France à comprendre comment il fonctionne. Même moi, j'en apprends encore tous les jours. Car en quelques décennies, tout a changé. La fée électricité, qui avait permis après-guerre de renouer avec la prospérité et l'âge d'or de l'abondance énergétique, tout cela est bel et bien terminé. Et la facture, elle, n'en finit pas de s'alourdir. Le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. D'abord, c'est coûteux pour les ménages, c'est coûteux pour le consommateur français. S'il vous plaît, merci. Est-ce que demain, on va rester sur ces tarifs-là ou est-ce que ça va pas exploser encore? L'enjeu dépasse la seule question du portefeuille. Car l'électricité est le carburant du monde tel que nous le connaissons. Une énergie vitale dont nous sommes tous aujourd'hui totalement dépendants. On a ouvert en novembre 2022. C'est notre première affaire. En tant que particulier, on était client chez Total Energy. Donc ça se passait bien depuis 2 ans. Donc on s'est dit pourquoi pas travailler avec eux pour la boulangerie. Oui, au début ça se passe bien. Au niveau facture, c'est plus ou moins cohérent avec ce que payait l'ancien propriétaire. Ouais. Après, on savait que ça allait être plus cher, tout ce qu'on entendait, tout ça, c'est vrai qu'on s'est dit on va payer plus cher. Vous voulez les briochettes au sucre, Anne-Sophie? Pour le coup, j'ai eu téléphone avec ma maman. Je dis attends, j'ai reçu ma facture d'énergie et puis je lui dis 12 000 €. Elle me répond non, tu t'es trompé, c'est 1 200. On s'est dit qu'il y avait eu une erreur. Une erreur, à 0 en plus, peut-être une erreur. Ouais. Mais non, il n'y avait pas d'erreur. Mais quand on appelle, non, il n'y avait pas d'erreur. Et non, c'était pas 1 200, c'était bien 12 000 € de facture. C'est 4 fois plus cher que le mois précédent. Mais en cette fin 2022, les prix de l'électricité se sont mis à flamber partout en Europe. Du coup, vraiment douche froide, grosse remise en question. On vient d'ouvrir, on se dit le ciel nous tombe sur la tête, on va fermer dans 3 mois. Parce qu'au final, quand on vient d'ouvrir, la trésorerie, elle est minime. On se l'a fait au fur et à mesure. Alors on a appel Total, ils peuvent rien faire, la consommation elle est là, et puis le tarif, c'est le tarif. Tu me les sors dans combien de temps, les traditions? C'est l'état d'urgence à la boulangerie. Pour éviter la faillite qui se profile, le couple de boulangers doit tout revoir. À commencer par son organisation, pour profiter au maximum des heures creuses, les moins chères. J'ai travaillé pendant une semaine à l'envers complètement. Donc je commence à 22 h jusqu'à 6-7 h du matin pour vraiment travailler entièrement pour que tout tourne de nuit. La nuit. Mais c'est invivable. C'est ça, c'est qu'on travaille complètement en décalé. Du coup, on se voyait plus.
Moi, je travaillais la nuit, elle dormait. Après, elle, quand elle Moi, je commençait... me levais, lui, il allait se coucher bien tard. Peu de temps après, j'allais Voilà. dormir, et puis inversement, quoi, c'était... On a pris le choix de travailler ensemble, c'est quand même aussi pour se voir. Et là, du coup, c'était plus trop le cas. Les vies changent quand l'électricité flambe. Et les boulangers ne sont pas les seuls démunis devant leurs factures. Le commun des mortels est lui aussi souvent bien en peine pour comprendre ce qu'elle recouvre réellement. Il y a 3 composantes. Il y a ce qu'on appelle le coût de fourniture, qui correspond au coût de production de l'électricité. C'est la production qui émane des centrales électriques, soit nucléaires, soit thermiques, soit renouvelables. Et ensuite, le coût des réseaux. Ce sont des péages d'accès au réseau. Et la 3e composante, ce sont les taxes. Traditionnellement, je dirais avant la crise de 2022, chacune des 3 composantes représentait à peu près un tiers. Et l'ensemble coûte de plus en plus cher. En moins de 20 ans, le prix du kilowattheure est passé de 10 à 25 centimes. Un kilowattheure, c'est par exemple 2 heures de fonctionnement d'une lampe halogène, ou un cycle de machine à laver, ou encore une journée de fonctionnement d'un réfrigérateur combiné. Avec 44% d'augmentation rien que ces 3 dernières années, le prix de l'électron a littéralement explosé, devenant un sujet de polémique majeur dans le pays. Un débat qui ne pouvait pas laisser le Parlement indifférent. Je vous rappelle que la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique procède désormais à un cycle d'audition consacré notamment à la question de l'électricité. On savait bien que l'hiver 2022-2023 serait particulièrement difficile. C'est comme ça que j'ai proposé de créer une commission d'enquête pour qu'on puisse expliquer aux Français comment on en est arrivé là, entendre les responsables et que pendant la crise, je crois que personne ne peut se défausser devant l'invitation de la représentation nationale de venir s'expliquer. Quel est l'objet réel de la commission d'enquête ? L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est particulier. Je rajouterais aussi que je suis un patriote. Les choix énergétiques sont essentiels pour l'avenir de notre pays. C'est émouvant pour moi de revenir dans cette salle que j'ai bien connue, beaucoup plus jeune. Ce qui a marqué tout le monde, c'est qu'on a auditionné pour la première fois à l'Assemblée nationale des présidents de la République. C'est la première fois que des présidents de la République venaient s'expliquer devant l'Assemblée nationale après leur mandat. C'est que l'affaire est grave. L'idée que la France puisse manquer de courant est aussi angoissante qu'inédite. Dans un pays habitué depuis des années à bénéficier d'une électricité abondante et bon marché, grâce à une entreprise unique au monde. Une vieille dame de 80 ans. Électricité de France. EDF. Alors au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1944-45, la France est un pays épuisé. Et il faut imaginer qu'au moment de la libération de Paris, c'est 1 à 2 heures d'électricité par jour. Donc c'est vraiment une situation extrêmement pénible. Pour reconstruire, pour moderniser, il va falloir beaucoup d'électricité. Mais qui va s'en charger? Alors au moment de la libération, la France a un gouvernement provisoire qui est dirigé par le général de Gaulle. Il y a un texte essentiel qui est la charte du Conseil national de la résistance, le CNR, et qui essaye d'imaginer une France nouvelle, une France moderne dans l'après-guerre. Et parmi les recommandations, il y a la nationalisation de l'électricité et du gaz. Car avant-guerre, l'électricité en France, c'était toute une série d'entreprises privées, plus ou moins importantes. Elles vendaient leurs électrons à des prix très différents d'un territoire à l'autre, mais jamais à des tarifs vraiment bon marché. Un homme va imposer la nationalisation. Il s'appelle Marcel Paul. Marcel Paul, ministre communiste, qui est le syndicaliste, secrétaire général des éclairages en 1937, militant, résistant, déporté à Buchenwald. Il fait partie donc des gouvernements d'après-guerre. Et il décide de dire, pour reconstruire la France, il faut nationaliser les 1300 entreprises gazières et électriques. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin électrique pour reconstruire la France, pour la réindustrialiser. Et puis, il y avait l'idée
le CNR, que l'énergie est un bien fondamental et que chacun devait y avoir accès à un prix raisonnable. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Donc on crée le 8 avril 1946 EDF pour l'électricité, GDF pour le gaz, et on crée à ce moment-là les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. C'est quoi le tarif réglementé? Où que vous habitiez sur le territoire, vous aurez accès à l'énergie au même prix, et tout le monde y aura accès à un prix qui sera fixé par l'État, avec une commission indépendante, et qui sera du coup régulé, réglementé. Près de 80 ans plus tard, ce que l'on appelle le tarif bleu, le tarif réglementé de vente, le TRV, existe toujours. 6 ménages français sur 10 y sont aujourd'hui abonnés. EDF devient le moteur essentiel de la reconstruction du pays. Un atout maître pour son entrée dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est une période de très grande expansion. Le taux de croissance de la France, c'est presque le plus fort au monde. Il n'y a que le Japon qui fait mieux. Et là-dedans, il y a évidemment au cœur de cette croissance, au cœur de cette résurrection, il y a l'électricité. Symbole de cette époque, dans laquelle EDF construit sa légende, la modernisation du réseau ferroviaire français. Ces immenses progrès ont été rendus possibles grâce à la politique d'électrification qui a permis d'atteindre des moyennes sans concurrence, comme sur la ligne Paris-Lyon, où le trajet est couvert en 4h15. L'électrification du chemin de fer, c'est un des éléments du progrès pour l'ensemble de la France. Et c'est un moyen aussi d'aménager le territoire. Plus on va vite, plus on peut réduire les distances et donc avoir un pays unifié. Petit à petit, les Français comprennent que pour vivre d'une façon moderne et avec un certain confort, eh bien, il faut posséder un certain niveau de consommation d'électricité. C'est le miracle de la fée électricité. Le totem d'une époque pas si lointaine, où l'on célébrait l'électron comme une divinité des temps modernes. On palpe le fond des océans par l'électricité. On interpelle le ciel. On envoie un message à la Lune et on reçoit son écho. Mais une telle envolée lyrique passe sous silence la difficulté majeure de l'électricité. Elle ne se stocke quasiment pas. Et dès qu'elle est produite, elle doit être consommée. Sinon, le réseau disjoncte. Transporter l'électricité, cela nécessite donc un vrai travail d'équilibriste. Il est accompli quelque part en région parisienne, dans un endroit tenu secret, l'un des sites les plus sensibles du pays. Ici est installé le dispatching national. C'est la tour de contrôle de l'électricité, le centre nerveux du réseau français. On m'a passé l'info, on m'a demandé de te faire préciser le mode dégradé par rapport à la temporisation de l'ouverture. L'approvisionnement en courant électrique dans toute la France dépend de ces agents dont il est interdit de dévoiler l'identité. Leur mission ? Piloter les lignes à haute et à très haute tension. Ces autoroutes de l'électricité. Veiller à ce qu'elles ne soient pas surchargées, pour éviter qu'elles ne fassent sauter tout le réseau. À l'image du réseau autoroutier où à un moment donné on va faire une déviation, eh bien ici on va trouver d'autres chemins pour transporter l'électricité. Donc c'est ce travail-là qui est fait en permanence dans cette salle-là. Sol 1 et même disjoncteur, très bien. Donc dans ce cas je répète, à 16h14, mode dégradé sur le départ de 125 kV, Joux-la-Ville, Tonnerre au poste de Serein. Les dispatchers sont condamnés à réaliser chaque jour, à chaque instant, la même prouesse. Fluidifier le trafic de l'électricité sur le réseau. On aurait choisi ces petits groupes-là qui étaient en préséance. Au moindre dérapage, la France risque de se retrouver plongée dans le noir. La dernière fois, c'était il y a presque 50 ans, en raison d'une ligne à haute tension surchargée dans l'est de la France.
Bonsoir à tous. 8h27 ce matin, la majeure partie de la France connaissait la plus importante panne d'électricité de son histoire. Dans les grandes villes, les rames de métro s'arrêtent. Les passagers évacuent les stations. À Paris, on ferme les grilles de la RATP. Les feux tricolores ne fonctionnent plus et d'importants embouteillages bloquent le centre des villes. Les chauffages ne fonctionnent plus. À Ussel, un chirurgien termine une opération avec une lampe de poche. Cette panne géante est la plus longue qu'ait jamais connue la France. Déjà, on était dans un contexte fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. On n'avait pas du tout le même réseau, on n'avait pas du tout les mêmes niveaux d'interconnexion, on n'avait pas du tout les mêmes moyens de production. Depuis 1978, on n'a jamais plus connu de défaillance de ce type, alors même que le réseau français est particulièrement sensible. La particularité de la consommation française d'électricité, c'est qu'elle est fortement influencée effectivement par le chauffage électrique. Donc chaque fois qu'il fait plus froid d'1 degré que la température normale, il faut engager l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires sur le système électrique français pour couvrir cette consommation. Et en France, la production est essentiellement nucléaire. Viennent ensuite les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Les barrages, le gaz et d'autres sources annexes comme le charbon et le fioul par exemple. Une préférence très nette pour le nucléaire donc, qui fait de la France le 2e pays de l'Union européenne où l'électricité est la plus décarbonée, derrière la Suède. Ça, c'est la consommation française d'électricité qu'on voit sur cette courbe-là. 5 heures du matin, elle monte. Elle atteint un niveau maximum dans la matinée, ensuite elle descend un petit peu, et là il est 16h45. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, la consommation d'électricité va augmenter pour atteindre son pic vers 19h. En hiver, à 19h, il fait nuit, donc on a de l'éclairage, on a de l'activité domestique, avec les gens qui sont rentrés chez eux. On a encore des commerces qui sont ouverts et qui fonctionnent. Donc on a un tas de superpositions d'usages qui créent ce pic vers 19h. Donc il faut vraiment accompagner cette montée à travers les moyens de production. Pour faire face au pic quotidien, ce sont surtout les barrages qui sont sollicités. Ici, on est vraiment sur des centrales d'altitude. Donc, c'est des centrales qui vont être sollicitées essentiellement en période hivernale et essentiellement sur des périodes de pointe. Les particularités des ouvrages de production d'altitude, c'est qu'ils sont mobilisables en quelques minutes et on va pouvoir mettre une énergie relativement conséquente sur le réseau, essentiellement en fin de journée, quand tout le monde va rentrer à la maison. Effectivement, on va mettre le chauffage ou la lumière en route à 18 ou 19 heures. Donc c'est vraiment des moments clés pour le réseau énergétique où il va falloir assurer l'équilibre de la production et de la consommation. Les barrages sont cruciaux pour le réseau électrique, parce qu'ils sont facilement pilotables. Ce sont des réserves qui produisent du courant à la demande, comme des batteries géantes. Du moins, tant qu'il y a de l'eau. La question de la sécheresse, elle est centrale dans la production d'hydroélectricité. La particularité de l'hydroélectricité, c'est que d'une année sur l'autre, on n'est pas en capacité de connaître les réserves qu'on aura à disposition. Et je pense que ça va être un des enjeux des années à venir, c'est effectivement la gestion de la ressource de l'eau. La France possède la 2e plus importante infrastructure de barrages d'Europe, derrière la Norvège. Parce que sa géographie s'y prête, et que dès la fin de la guerre, la France, trop pauvre en charbon, avait tout misé sur ses lacs et ses rivières de montagne. Ces barrages, très souvent, ils avaient été commencés dans les années 30, mais il y a eu la crise, puis il y a eu l'occupation, donc ils n'étaient pas terminés, ou ils étaient parfois à peine commencés. L'heure est aux grands travaux, pour transformer au plus vite l'eau des montagnes en énergie miraculeuse. L'eau remplace le charbon.
On l'appelle la houille blanche. En 1960, les barrages produisent plus de la moitié de toute l'électricité fournie par EDF. Mais parfois, les histoires d'eau sont des histoires qui finissent mal. Malheureusement, un certain nombre de barrages sont obligés d'ennoyer une vallée. Et dans cette vallée, il peut arriver qu'il y ait des habitants. Alors ça a été le cas de Tignes, dans les Alpes. Au pied de son barrage, Tignes a commencé sa lente agonie. Il a fallu mettre à l'abri les récoltes, déménager le mobilier des maisons les plus proches. Mais pour précipiter l'évacuation, une véritable occupation du pays par les CRS devait être organisée. Pendant ce temps, un bulldozer dégageait la route du cimetière, précédant les équipes de fossoyeurs chargées du transfert des morts. Et au pied même de l'imposant ouvrage de béton qui barre la vallée de l'Isère, les eaux ont commencé à monter, formant un petit lac qui n'arrêtera pas de s'étendre jusqu'à ce que le village soit englouti par 160 mètres de fond. Désormais, Tignes est rayé de la carte de France. C'était quand même triste, dans une France qui est encore une France assez largement rurale, de voir un village noyé. C'est le discours du président de la République, Vincent Auriol, à l'époque. Il dit ça nous crève le cœur, mais l'intérêt général et puis la beauté de ces barrages, ça doit prévaloir. Les barrages, on avait appelé ça les cathédrales des temps modernes. Il y a aussi la fierté de dire maintenant on va reconstruire une France plus forte, plus moderne, plus belle. Des constructions monumentales, des prouesses d'ingénieurs et un cadre naturel grandiose. Les barrages refaçonnent le territoire. À l'époque, bien sûr, personne ne s'attarde sur le bouleversement des écosystèmes aquatiques et sur les impacts néfastes sur la faune et la flore. Ces barrages, c'est une image extrêmement puissante de domination de la nature, d'énergie pour tous, et cette transformation de l'eau en électricité qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui en France, l'électricité se fabrique dans des ouvrages moins bucoliques, dans un univers beaucoup plus atomique. À 2 heures de route de la capitale, cette centrale nucléaire est le cœur énergétique de Paris et de sa petite couronne. Une pile géante, composée de 2 gros réacteurs de 1300 MW, susceptibles d'alimenter 3 millions de foyers en électricité. Du moins, quand elle fonctionne à plein régime. Mais aujourd'hui, l'un des 2 réacteurs est en maintenance, et c'est la course contre la montre pour le réparer. L'opération est supervisée par une directrice de centrale qui n'est pas du genre à plaisanter avec le règlement. Bonjour. Ne lisez pas votre téléphone en circulant, s'il vous plaît. Un de nos enjeux, c'est notamment de maîtriser la durée des arrêts, donc des réacteurs, pour réaliser la maintenance et remplacer une partie du combustible. Benjamin Roux de Chenneviat au 34 069. Pour ça, on optimise chacune des étapes allant de la logistique jusqu'à l'intervention elle-même pour gagner en temps et être sûr de maîtriser des opérations d'envergure. L'opération en cours a une fonction principale. Permettre de prolonger le fonctionnement de cette centrale au-delà de ses 40 ans d'existence. Une durée de vie standard dans le nucléaire. Alors les centrales nucléaires, elles n'ont pas de durée au départ. L'idée reçue des 40 ans, elle vient souvent du fait qu'à la conception, on embarque beaucoup de matériel, électronique ou autre, dont la durée de vie ou obsolescence, si vous voulez, a été évaluée à 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça dysfonctionne à 40 ans. Tous les 10 ans, on procède à un réexamen de sûreté, et c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui autorise pour 10 années supplémentaires la poursuite en exploitation. D'où ces visites des 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pour certains, on les teste, on apporte la démonstration que jusqu'à 50 ou 60 ans, ils vont pouvoir rester et puis on procédera à leur remplacement en temps voulu.
Bon, dis-moi comment ça se passe. Ça va. On est un peu occupé là, avec le T2 sur l'ULS. À l'examen, les scientifiques estiment effectivement que le parc nucléaire français peut allonger sa durée de vie jusqu'à 60 ans. C'est un enjeu crucial pour EDF. Dans les décennies qui viennent, viendra un temps où il faudra absorber la fermeture, sur un temps court, de l'essentiel du parc nucléaire. À ce moment-là, EDF perdra des recettes, puisque les réacteurs ne généreront plus d'électricité. Et donc, la perspective d'EDF, c'est de repousser à tout prix cette échéance. La France est le pays au monde qui dépend le plus du nucléaire pour son approvisionnement en électricité. Ce qui fait que son énergie électrique est l'une des plus décarbonées de la planète. Cette passion pour l'atome avait pourtant démarré timidement. En 1963, à Chinon, avec une première centrale conçue alors comme une simple usine pilote. Dans les années 60, la position d'EDF, c'était il faut avoir un pied dans le nucléaire, parce que le nucléaire a de l'avenir, mais à l'époque, le prix du pétrole était très bas. Et donc, il faut se rappeler qu'à l'époque, les centrales électriques, c'était des centrales au fioul. Alors, ce qui a été le déclic de l'accélération du programme électronucléaire, c'est bien sûr la crise du pétrole, le choc pétrolier, le premier choc de 73-74. Hier, les pays arabes du Golfe avaient décidé une augmentation du brut de 17%, mais plus que l'augmentation du prix, c'est la manière qui est significative. Désormais, on ne discute plus. Les pays arabes entendent imposer leurs lois et faire le marché. La décision d'hier à cet égard marque la fin d'une époque. La France est touchée par l'augmentation du baril de pétrole qui quadruple en très peu de temps. Qu'est-ce que peut faire la France? Les mines de charbon, on les ferme. À l'hydroélectricité, on a utilisé les principaux sites qui étaient possibles. Qu'est-ce qui reste? À ce moment-là, il reste le nucléaire. Nous venons de prendre aujourd'hui une décision extrêmement importante. C'est de lancer, en 1974 et 1975, 13 centrales nucléaires nouvelles. À l'époque, on construisait entre 4 et 6 réacteurs par an. Aujourd'hui, on rêve. Parce que si on arrive à en construire par paire de 2 en quelques années, on est content. Mais à l'époque, on avait, la capacité industrielle de le faire. Le kilowattheure coûte alors la modique somme de 2 centimes d'euros d'aujourd'hui. Mais les Français sont mitigés à l'idée de voir le pays se couvrir de nouvelles centrales. Une centrale nucléaire, c'est de l'embauche, des emplois et des retombées pour les communes qui sont des retombées financières très importantes. Les gens qui sont proches d'une centrale sont plutôt pour. Quand on s'éloigne, ils seraient plutôt contre. Le nucléaire, c'est des craintes parce qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, parce que le nucléaire, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était du côté d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc l'image est dangereuse. Pour EDF, il est donc impératif de travailler l'opinion. L'objectif, dédramatiser l'atome à tout prix. Vous n'avez pas bientôt fini avec votre fichue perceuse? Ma fichue perceuse électrique. Électrique, oui, monsieur. Électrique ou pas, me casse les oreilles. On pourrait même dire nucléaire. Ma fichue perceuse nucléaire. Alors il a fini l'autre crétin avec sa perceuse électrique? Nucléaire, pas électrique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. Pour amortir son nouveau parc nucléaire au début des années 80, et dans le difficile contexte du deuxième choc pétrolier, EDF vend maintenant le kilowattheure plus cher, entre 10 et 12 centimes. C'est le prix à payer pour disposer de l'électricité en quantité. Plus qu'il n'en faut même. On a été tellement performants à l'époque du plan Messmer qu'on a construit énormément de centrales nucléaires très vite et qu'on s'est retrouvé dans une situation où on avait trop d'électricité. Et comme on avait trop d'électricité, on a arrêté de construire des centrales nucléaires. Ensuite, on s'est enfermé dans ce débat nucléaire, pas nucléaire, en oubliant un petit peu à quoi sert l'électricité. Il n'est plus question de commander de nouvelles centrales à EDF. Plutôt d'en fermer. La France entre dans une sorte d'hiver nucléaire.
Et l'explosion de la centrale de Fukushima au Japon laisse même entrevoir un arrêt définitif. Comme vient de le décider le voisin allemand. Die Arbeit der Ethikkommission hat gezeigt, dass unser Energiesystem grundlegend verändert werden muss, aber auch grundlegend verändert werden kann. Avec la décision de Berlin de tourner la page de l'atome, Paris se retrouve bien seul. Verlässlich und wirtschaftlich ist. L'activisme du président de la République d'alors pour peser dans le débat n'y change pas grand-chose. Comme il le raconte lui-même devant les députés. Le 7 juin 2011, la décision des Allemands de fermer leur centrale. Mais je lui dis, mais Angela, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Elle me dit, mais enfin Nicolas, tu as pas vu Fukushima? Mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière? Bon, si les Allemands arrêtent leur centrale, ils auront besoin d'électricité, on va leur vendre. Parce que nous, on ne fermera pas. La France fanfaronne, mais elle doit pourtant en rabattre. Dès son arrivée à l'Élysée, François Hollande décidera de fermer une centrale proche de la frontière allemande, celle de Fessenheim. L'heure est aux nouvelles énergies, aux renouvelables. Une électricité propre, mais difficilement pilotable. Actuellement, on a 3 bateaux en opération. Donc... Et là, on est en train de suivre le Plymouth. Donc, c'est ce qu'on entend. C'est qu'il y a quelqu'un sur la turbine et il est en train de faire le check radio. Actuellement, on a 4 personnes sur Delta 2. On a 3 sur Golf 8, 3 sur Charlie 6 et le transfert en cours sur Bravo 1. Hier, il y a eu beaucoup de vent. Aujourd'hui, c'est un peu le calme après la tempête. On produit à peu près à 10% de la capacité maximale. Donc c'est une bonne journée pour faire de la maintenance. Donc on est en train de finir le travail qu'il y a sur certaines éoliennes pour pouvoir avoir le parc entièrement en fonctionnement en hiver, parce que le plus gros de notre production est en hiver. Le parc EDF de Saint-Nazaire est le premier du genre en France. Il a été inauguré en 2022. Il va produire de l'électricité pour 700 000 personnes. Donc on a 80 éoliennes. Cette électricité, elle va passer par des câbles sous-marins pour rejoindre une sous-station en mer. Ensuite, on a 2 câbles qui vont partir et emmener cette électricité à terre. La France cherche à combler son retard dans la course aux renouvelables par rapport à ses voisins, notamment ceux de l'Europe du Nord, partis plus tôt. Et à limer les moyens grâce à une nouvelle taxe sur l'électricité, créée au début des années 2000. Un prélèvement de plus sur les factures qui explique en grande partie l'augmentation du tarif dans ces années-là. À cette époque, EDF n'est déjà plus la même entreprise. L'ancien monopole public est devenu une société presque comme les autres depuis la libéralisation du marché européen de l'électricité. Un virage qu'elle a négocié douloureusement au début des années 2000. On est à une période où ce qu'on a appelé le néolibéralisme est en croissance dans l'opinion et chez les décideurs, et tout particulièrement à Bruxelles. La Grande-Bretagne, mais aussi l'Allemagne, poussent fort à ce que dans tous les secteurs, notamment dans l'énergie, on libéralise. C'est-à-dire qu'on établisse la concurrence, en gros. EDF était vécu comme une entreprise trop puissante par nos partenaires européens, et notamment par nos partenaires d'outre-Rhin, pour qui, dans toutes les réunions que nous avions franco-allemandes, EDF était toujours amené par le partenaire allemand comme étant, alors EDF, quand est-ce qu'on démolit cette Bastille, en quelque sorte? Oui, alors c'est vrai que l'Allemagne a toujours, je dirais, critiqué la France de ce point de vue, parce que l'avantage français, l'avantage comparatif,
c'est un coût qui était plus faible grâce au prix de revient du nucléaire. Les Français, qui bénéficient depuis la fin de la guerre d'une énergie performante et bon marché, estampillée EDF, sont plus que réticents à se soumettre. Au départ, on dit mais pourquoi ouvrir à la concurrence? On est très content avec EDF de la fourniture. Qu'est-ce qu'on va gagner? La France a beaucoup résisté contre ce marché au début, principalement parce que EDF n'y avait pas spécialement intérêt, et du coup l'État n'y avait pas spécialement intérêt non plus, et voyait surtout l'intérêt du monopole dont elle était actionnaire. Paris va pourtant finir par baisser pavillon. En 2002, au sommet européen de Barcelone, le gouvernement de cohabitation entérine l'ouverture du marché français de l'électricité à la concurrence. Donc là, on a pêché un petit peu par naïveté. Je suis élu d'une circonscription frontalière, je suis voisin avec les Allemands, et je vois bien qu'on a une vision peut-être plus romantique de l'Europe que nos voisins, qui n'ont jamais oublié que l'Europe n'est rien d'autre qu'un espace de règlement des conflits politiques. Et trop souvent, la France, elle a cédé la défense de ses intérêts au niveau européen au bénéfice d'un discours sur la construction politique. Pour EDF, c'est une révolution. D'abord, parce qu'elle voit pour la première fois ses usagers devenir des clients, libres d'aller se fournir ailleurs. Ensuite, parce que si l'entreprise publique produit toujours son électricité avec ses centrales et ses barrages, elle n'a plus le droit de l'acheminer elle-même. Cette mission est confiée à deux autres entités indépendantes. La société RTE, qui s'occupe des lignes à haute tension, et Enedis, qui fait les branchements chez les particuliers et les entreprises. EDF n'a plus aucun monopole. Donc on dit, ben voilà, maintenant, la production, mais surtout la facturation, elle est ouverte à la concurrence. Donc il y a des gens qui arrivent. Le problème, c'est que vous avez EDF historique, depuis 1946, qui produit, qui transporte et distribue, puis les autres, ben, ils produisent rien. Dès 2007, de nouveaux concurrents viennent titiller le mastodonte EDF. On les appelle des fournisseurs alternatifs. Certains sont des grands noms du secteur, comme Total Energy ou Engie. D'autres, comme ILEC, Octopus, Equateur ou Mint Energy, sont beaucoup moins connus, beaucoup plus petits, mais ont tout de même l'intention de faire mieux et moins cher que l'opérateur historique. Chez EDF, on est un peu fébrile. Mais comment ils vont faire moins cher que nous? On est les moins chers d'Europe en vérité, en prix hors taxe. Comment ils vont faire moins cher que nous? Il paraît qu'ils sont 32 dans la société. 32 à 32. Mais c'est ce qu'ils font. Ils achètent des jus par ordinateur et ils le revendent. À 32, ils vont gérer une boîte comme l'EDF. Chez Direct Energy, ils sont même moins. Une petite équipe de 28 personnes. Direct Energy fait partie des nouveaux marchands d'électricité. Je distingue Total Energy et Engie de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'au moins eux produisent. Ce qui n'est pas le cas de toute la palanquée que vous avez, qui ne sont en réalité que des facturateurs, sans jamais investir un seul euro dans la production. C'est de facto la porte ouverte à la spéculation. D'autant que les règles européennes, établies pour fixer le prix de l'électricité, répondent à une logique très particulière. Pour la comprendre, il faut connaître le prix de revient des différents moyens de produire du courant. L'électricité la moins chère est celle produite par les renouvelables. Car le soleil, le vent et l'eau sont des ressources gratuites. Puis viennent ensuite, par ordre de prix, les centrales nucléaires. Et enfin, les centrales thermiques, qui fonctionnent essentiellement au gaz. Ce sont les plus coûteuses, parce que le gaz est un combustible qui coûte cher, et qu'il faut environ 2 unités de gaz pour produire une unité d'électricité. Pour approvisionner le réseau en courant électrique, on sollicite les centrales dans un ordre évident, de la moins chère à la plus chère. Le prix de l'électricité est celui de la dernière centrale appelée. C'est souvent une centrale thermique, la plus chère donc. Et c'est logique. Leurs propriétaires n'accepteraient pas de la faire fonctionner s'ils n'étaient pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Et s'ils refusent de la mettre en route, c'est le blackout. La France dans le noir.
Donc les centrales thermiques, elles jouent un rôle, par exemple, très modeste en France dans la production d'électricité, mais elles jouent un rôle très important dans la fixation du prix de l'électricité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas en disant « mais le gaz ne représente que 6% de la production d'électricité en France, et comment se fait-il que le prix de l'électricité suive le prix du gaz ?» C'est vrai parce que tant qu'on aura besoin des centrales à gaz, eh bien les centrales à gaz feront le prix. En 2007, au coup d'envoi de la libéralisation du marché, le kilowattheure au tarif bleu ne coûte que 11 centimes. Mais Bruxelles est agacée. La concurrence en France attire encore trop peu de clients. 2007, 2010, il y a un problème. EDF est encore prédominant. La concurrence, ça ne marche pas. Ça ne va pas assez vite. EDF ne perd pas assez de parts de marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, des grands cerveaux, des énarques, décident, ils inventent un truc. Ce truc a été conçu en 2010 par une commission spécialement nommée par le gouvernement français pour calmer ses partenaires européens. L'aéropage de Sage, composé non pas seulement d'énarques, mais également de politiques et d'économistes, a une mission. Trouver un moyen de renforcer la concurrence en France. En clair, avantager les fournisseurs alternatifs au détriment de l'ancien monopole EDF, qui résiste encore trop bien. Moi, j'étais un des membres de cette commission. Et les concurrents d'EDF ont dit, mais nous, on ne peut pas construire du nucléaire, de toute façon, ce n'est pas réaliste, donc on ne peut pas concurrencer EDF. Donc, les concurrents d'EDF ont fait pression pour qu'on mette en place le principe suivant. EDF va autoriser les concurrents à acheter du nucléaire historique sur la base du prix de revient de ce nucléaire historique, pas sur la base du prix du marché. C'est ce qu'on appelle l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Une invention 100% française donc, plus connue sous son acronyme de ARENH. Derrière ce sigle, un mécanisme inédit. Il oblige EDF, qui produit du nucléaire bon marché, à en vendre une partie à prix coûtant à ses propres concurrents, lesquels la revendront ensuite plus cher à leurs clients pour réaliser un bénéfice. Cet arrangement, écrit sous la dictée des nouveaux concurrents d'EDF et validé par le gouvernement, défie toutes les règles connues de l'économie de marché. Vous voyez bien la dinguerie. C'est comme si on obligeait Renault à vendre à ses concurrents un quart de sa production de Twingo pour qu'eux-mêmes vendent des Twingo moins chers que Renault. Tout le monde dirait, mais c'est pas possible. Pourquoi comment? Dès le départ, le sénateur est préoccupé. Mais à l'époque, il prêche dans le désert. Bon, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce système fonctionne très bien. Bon, ben ça permet à la concurrence de vivre. Bon, à cette époque-là, ça avait fait beaucoup rire Madame Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique, où j'ai demandé la suppression de l'ARENH. Je vais vous raconter une histoire pour détendre l'atmosphère, et ça sera ma dernière prise de parole. Alors, vous savez quoi? Ben, c'est un pâtissier, il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Et il vend plein d'autres choses, mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 € et il le vend au tarif de 10 €. Et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent et ils lui disent, ben, nous, on va vendre aussi des gâteaux, mais on va prendre un fonds de commerce, mais on ne va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les œufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400, au prix de 8,50 €. Voilà ce que ça te coûte, et nous on les vendra entre 10 et 11 €. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive, quand tu auras vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 €, peut-être qu'ils viendront chercher les 100 autres entre 10,50 € et 11 €. Et bien voilà, et bien aujourd'hui c'est ça l'ARENH. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usagers d'électricité, et les requins, ça reste les requins. C'est les acteurs de l'alternative. Comme les requins de l'histoire, la plupart des concurrents d'EDF ne possèdent pratiquement aucune installation, aucun champ éolien, aucune centrale photovoltaïque. La commission qui a inventé l'ARENH n'a pas jugé bon de les forcer à investir pour devenir de vrais producteurs d'électricité. Or, la question est apparue dans le débat, est-ce qu'il faut conditionner l'obtention d'ARENH à la preuve qu'on investit?
Bon, la réponse assez rapidement était non. C'était difficile de conditionner parce qu'il suffisait de montrer l'intention d'investir. Enfin, je veux dire, le système aurait pu être détourné, c'était un peu complexe. C'était plutôt une erreur, en réalité, de celles qui vont bientôt se payer cash. En attendant, concurrencée par des entreprises rivales qu'elle subventionne elle-même, EDF connaît des jours sombres. Le principe même de l'Arenh est une hérésie. Il a permis d'enrichir certains investisseurs qui ne se sont pas donné le mal d'entreprendre. Il a pénalisé EDF dans son développement. Or, EDF, c'est l'entreprise de tous les Français. Donc, c'est tous les Français qui ont été pénalisés par l'Arenh. Les règles de la concurrence pénalisent aussi les fidèles abonnés au fameux tarif bleu d'EDF. L'électricité bon marché, issue du nucléaire, représente 65% de l'électricité produite en France. Mais les clients d'EDF n'ont le droit d'en bénéficier qu'à hauteur de 50%. Pas plus que ce que les fournisseurs alternatifs peuvent intégrer dans leurs propres tarifs. Ça choque certains en disant, bah alors, à quoi ça sert? Puisqu'on a le nucléaire, mais on ne peut pas en profiter autant qu'on voudrait. C'est le nouveau paysage électrique après l'ouverture à la concurrence. Et tout va bien. Au moins jusqu'au début de l'année 2022. Mais tout d'un coup, tout se dérègle. Il est 6h20, l'Europe se réunit en sommet pour répondre à la flambée des prix de l'énergie. Les prix qui ont explosé ces derniers mois et les Français qui sont... Combien va coûter l'électricité dans un contexte inflationniste et politique où la question du pouvoir d'achat... Les entreprises font face à la hausse des coûts de l'énergie. Bref, la crise énergétique vient d'éclater. C'est la conjonction de 3 facteurs. Premier facteur, c'est l'envolée du prix du gaz qui avait commencé à monter fin 2021 parce qu'il y a une forte demande en Chine de gaz, donc le prix du gaz commençait à monter. La sortie post-Covid a créé une tension sur tous les marchés de matières premières, donc l'électricité, gaz, mais l'essence, les matières premières alimentaires, une sorte de congestion un peu sur les marchés qui ont commencé à faire croître les prix. En plus, certains acteurs étrangers, par exemple la Russie, ont quelque peu manipulé le marché du gaz, histoire de, à ce moment-là, bien installer la crise du secteur de l'énergie. Et au mois de septembre 2021, le prix a triplé. Alors ça s'est accéléré au début 2022, et au moment de la guerre en Ukraine, alors à ce moment-là, les prix du gaz se sont envolés parce que tout le monde a pensé qu'on allait manquer de gaz. Au lieu d'avoir un prix du gaz aux alentours de 40 € le mégawattheure, ce qui est le prix aujourd'hui, on est monté à 340 € le mégawattheure à certains moments. Donc comme il faut 2 mégawattheures de gaz pour fabriquer et produire 1 mégawattheure d'électricité, ben, le prix de l'électricité est monté à plus de 600 € le mégawattheure. Plus de 12 fois le prix habituel. Et la crise n'en finit pas de s'aggraver. La deuxième raison, c'est un manque d'hydraulicité. On manquait d'eau, et donc le parc hydraulique en Europe n'était pas suffisamment approvisionné, parce que les pluies n'ont pas été suffisantes. Et l'autre raison, c'est que, pas de chance, la production nucléaire avait chuté. C'est là qu'on a la pire crise que le nucléaire français n'ait jamais affrontée, et une baisse drastique de la production de nos centrales nucléaires qui ont dû être arrêtées pour des questions de sûreté. En octobre 2021, on est en visite décennale numéro 2, la visite des 20 ans, sur le site de Civaux. Et en fait, donc, sur le réacteur où se déroule la visite, eh bien, les personnels qui participent ou qui réalisent des contrôles identifient un signal anormal, atypique. On se dit, ben, c'est bizarre, que se passe-t-il? Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir ça. Et on commence à interroger des experts qui disent non, normalement, il ne devrait pas y avoir ça. Mais il y a quand même. On est sur la partie nucléaire de l'installation, donc potentiellement rayonnant. Donc on met en évidence de la corrosion sous contrainte. Phénomène qu'on connaît, mais pas sur ces tuyauteries-là. Comme nos réacteurs sont de même technologie, même s'ils ont des formes différentes, eh bien, de la même façon, on se dit qu'on va les contrôler. On va voir le réacteur à côté, pas de chance, on le trouve aussi.
Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'un grand nombre de réacteurs est atteint par ce phénomène de corrosion sous contrainte qui est lié à une mauvaise connaissance de la métallurgie. On a considéré qu'on pouvait continuer à produire, mais qu'il fallait quand même corriger le problème le plus vite possible, d'où des à-coups dans la production à un moment qui était difficile. Il faut arrêter la moitié du parc nucléaire français. Du jamais vu. Le problème de corrosion provient du talon d'Achille des centrales françaises. Des soudures défectueuses. Il faut les reprendre. On avait au départ la possibilité d'utiliser quelques experts en matière de soudure. Donc on ne s'inquiétait pas trop. Mais quand le phénomène a pris de l'ampleur, on s'est aperçu qu'on manquait de soudeurs. On a dû faire appel à des étrangers qui sont venus en France pour nous aider à réparer le sujet. Et honnêtement, on aurait eu plus de soudeurs en France, on aurait été un petit peu plus vite, il n'y a aucun doute. Depuis, des leçons ont commencé à être tirées. EDF est ainsi devenu partenaire de cette école de haut niveau, unique en France, pour y former ses futurs soudeurs de précision. La filière nucléaire estime ses besoins à 1500 nouveaux profils de ce genre lors des 10 prochaines années. Dans FAIS, il y a des soudeurs de la filière nucléaire qui, derrière, demain, vont devenir les top guns du nucléaire. Il faut avoir ce qu'on appelle dans le jargon le coup de patte. Avoir une excellente dextérité pour être capable de souder dans toutes les positions, la tête en haut, les pieds en bas, la tête en haut, coucher dans une nappe de tuyauterie, souder de la main droite, souder de la main gauche, souder au miroir, donc quand on ne voit pas directement ce qu'on fait. Ici, les stagiaires s'entraînent dans des modules qui reproduisent à l'identique des éléments de centrales nucléaires. Pense à brosser un petit peu plus ici, là. Faut vraiment que ta soudure soit bien brossée. Nous, c'est vraiment une reconstruction quasi à l'identique. Mais plus tard, ça sera pas validé quand tu seras vraiment en centrale nucléaire. Ok, ça marche. Là, on va vraiment se focaliser sur le geste métier. Et après, derrière, il va venir toute la suite pour après que tu ne sois pas surpris une fois arrivé en centrale nucléaire. C'est un métier qui est très regardé, qui est très contrôlé. Donc, c'est pas la petite soudure sans importance. Il y a 2 ans, avec les pannes en série dans les centrales et le manque d'ouvriers spécialisés pour y faire face, la France a frôlé la pénurie, ce qui a contribué à alourdir la facture d'électricité. Une hausse des prix qui incite les clients à se pencher sérieusement sur leur contrat, et même à en changer. Voilà monsieur, s'il vous plaît. Bonne journée, bon week-end, à bientôt, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Là, c'est la première facture qu'on a eue. Oui, fin novembre, ouais. C'est un peu des formules scientifiques, là, pour le coup. Non, c'est illisible. Illisible. Alors ça, c'est le nouveau contrat qu'on a signé avec un prix fixe sur 24 mois. Ça reste quand même aujourd'hui un petit peu cher. Quand on fait la comparaison avec les anciens propriétaires, on est sur du x2. Ou en moyenne, ouais. À ce moment-là, le kilowattheure au tarif bleu est à 22 centimes. 2 fois plus cher qu'à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, 16 ans plus tôt. Mais la crise n'a pas viré au cauchemar pour tout le monde. Pour certains concurrents d'EDF, ceux qui revendent de l'énergie nucléaire bon marché, elle a au contraire été une affaire très juteuse. Avec le mécanisme de l'Arenh, EDF leur livre de l'électricité à un prix fixe et très modique, de 42 € le mégawattheure. À ce tarif-là, la crise peut devenir une vraie opportunité pour certains. Pour l'année 2022. Et il y avait déjà beaucoup de fournisseurs alternatifs qui, par exemple, n'acceptaient plus de nouveaux clients. Bon, ce qui n'est pas illogique, parce que crise, explosion des prix, je prends plus de nouveaux clients. Mais en même temps, ils demandent bien plus d'Arenh que les autres années. Donc c'était vraiment incohérent.
Demander plus d'électricité alors que l'on a moins de clients à servir? Incohérent ou au contraire très malin? Car sur le marché libre, toutes les acrobaties sont possibles. Vous achetez de l'énergie à 42 € et plutôt que de fournir vos clients, vous dites, ah ben non, je vais la revendre sur le marché, puisque je peux acheter à 42 € un quart de la production nucléaire à EDF, et puis après je peux aller la revendre 300, 500, 1000 € le mégawattheure sur les marchés. Ben, c'est ce qui s'est passé. Le sénateur Fabien Gay a été le premier à s'intéresser aux pratiques controversées de certains concurrents d'EDF. Il a bénéficié de confidences d'informateurs très bien renseignés. Il y a des traders qui m'ont dit, écoutez, monsieur Gay, sous couvert d'anonymat, en plein été, voilà ce qui est en train de se passer sur le marché. Même moi, je suis plus d'accord avec ça. On est en train de faire de l'argent avec la misère humaine. Par exemple, ce concurrent donc, a acheté de l'Arène au prix de 42 € et l'a revendu sur le marché à 365 € le lendemain. Donc, vous voyez bien, hein, la culbute entre 365 € et 42 €. À qui? À EDF, qui lui n'avait plus assez d'énergie. Bon, l'affaire, il a fait 8 millions d'euros en 24 heures. C'est un système complètement aberrant. C'est ce type de tour de passe-passe qui est reproché à la société Home Energy. Un exemple, parmi la quarantaine de fournisseurs alternatifs d'électricité opérant en France. Si vous prenez le cas de Home, ils ont déclaré un bénéfice de plus de 50 millions, je crois 57 millions d'euros, ce qui évidemment est totalement exceptionnel pour un fournisseur comme ça. Et j'ai envie de dire, un fournisseur alternatif, quand il gagne 1 à 3 millions, c'est une très très belle année pour un fournisseur de cette taille. Donc là, 57 millions, qu'est-ce qui se passe? Pour tirer l'affaire au clair, l'Association nationale de défense des consommateurs s'est constituée en lanceuse d'alerte auprès du gendarme de l'énergie. C'est la première fois qu'un fournisseur alternatif est accusé d'avoir profité de la crise, même si l'autorité de contrôle du secteur travaille sur d'autres cas similaires. La séance qui se tient aujourd'hui est sensible. Mais l'association et son avocat doivent rebrousser chemin. Le fournisseur alternatif a demandé à être jugé hors présence du public, à huis clos, ce que la Commission de régulation de l'énergie a accepté. La partie intéressée, à savoir Home Energy, a demandé le huis clos. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir des huis clos sur ce type de séance. Oui, en France, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Une fois qu'il y a audience, il y a audience. Donc les choses sont sur la table. Hein. Je veux dire, c'est le principe de la justice. Bon, maintenant, on va voir comment ça se passe. Tous les éléments... Les débats en séance resteront confidentiels. Mais quelques semaines plus tard, Home Energy sera condamné à verser 6 millions d'euros. La société a fait appel de sa condamnation, conteste les faits reprochés, et notamment d'avoir revendu de l'Arène sur le marché. Appelée à donner sa position, Home Energy se refuse à commenter, estimant qu'elle ne voit pas en quoi son chiffre d'affaires et son bénéfice sur une année précise seraient des éléments pertinents sur une activité aussi complexe. L'entreprise explique aussi sa mise en cause par le souhait d'EDF de faire disparaître le mécanisme de l'Arène et les offres d'électricité à prix variable, quelles qu'en soient les conséquences sur les consommateurs. Et qu'à défaut d'une annulation de sa condamnation, Home Energy n'hésitera pas à saisir les institutions européennes afin de faire condamner la France pour violation du droit de l'Union européenne. Moi, je le dis, il y a des gens sur le marché de l'énergie, c'est des voyous. Ils ont pompé de l'argent public sur le dos des usagers qui sont devenus des clients et des vaches à lait. Et les gens, ils sont... pardon, mais il y en a, ils ont basculé dans la misère énergétique. Et ça, moi, je m'y refuse. Parce que c'est de l'argent public, parce que c'est EDF, et parce que on parle de la vie des gens. En réalité, la libéralisation du marché européen de l'électricité paraît très mal adaptée au cas de la France. Il y avait plein d'autres pays qui n'avaient pas un grand système nucléaire centralisé comme chez nous. Et donc, pour pas mal de pays européens, cette ouverture du marché pouvait s'entendre. Il y a débat, mais ça pouvait s'entendre. La difficulté, c'est qu'en France, on avait un système qui était mal adapté à ça.
Et la vraie fausse concurrence mise en place pour s'aligner sur les règles de Bruxelles n'a jusqu'ici jamais bien fonctionné. Un marché qui est sain, c'est quand vous avez des fournisseurs qui sont différents. Un qui va dire, par exemple, moi je suis low cost, pas cher. Moi je suis qualitatif. J'ai un service client, quelque chose de qualitatif qui fait que je vais être plus cher, mais c'est plus qualitatif. Moi j'y rajoute des innovations un peu technologiques pour ceux qui aiment bien les innovations technologiques. Bon. Ça, c'est un marché segmenté qui a du sens, qu'on voit dans d'autres marchés. Celui-là, non, ils sont finalement un peu tous pareils. Ils ont un peu tous le même modèle, finalement. Est-ce que ce marché est parfait? La réponse est vraiment non. Mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que permet ce marché de l'électricité, c'est d'optimiser tout le réseau électrique européen comme un seul réseau électrique. Donc un État ne peut pas décider à un moment de couper une interconnexion parce que ça lui profiterait ou non. Donc ça permet de fluidifier et d'optimiser les interconnexions. Si on a pu traverser l'hiver 2022 en pleine crise, quand notre système de production s'est effondré, c'est grâce à la solidarité européenne. Sans la solidarité européenne, on n'avait plus d'électricité pour tenir notre système productif et pour tenir le confort quotidien des Français. La France est interconnectée aujourd'hui à 6 pays, donc l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. La France exporte de l'électricité de manière importante. Nous exportons actuellement en flux commercial 7674 MW. C'est de l'ordre de 7 à 8 réacteurs nucléaires que nous exportons. En 2024, les ventes d'électricité à l'étranger ont ainsi rapporté 5 milliards d'euros au pays. Un record historique. Cette manne est l'une des raisons pour laquelle la France n'est pas pressée de sortir du marché européen. Certains disent, ceux qui veulent sortir du marché, disent ça n'exclut pas qu'on puisse maintenir des interconnexions et je dirais un marché aux frontières. Mais si vous sortez, les pays limitrophes n'ont aucune raison de vous acheter massivement ou de vous vendre massivement. Les règles européennes ont aussi des contraintes. Comme celles qui pèsent sur ce qui avait fait l'excellence française au sortir de la guerre. Ces barrages hydroélectriques. Ils sont dans le collimateur de Bruxelles depuis 10 ans déjà. Quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. La Commission dit à EDF et à l'État depuis quelques années, comment se fait-il que vous n'avez pas organisé d'appel d'offres? Et donc il y a une situation de blocage, et ce point est aujourd'hui un point qui n'a pas trouvé de solution. Alors la vallée de la Maurienne, c'est la 4e vallée hydraulique de France. Et c'est une puissance installée qui fait l'équivalent de quasiment 2 réacteurs nucléaires pour assurer les ajustements au moment des pointes de consommation. Un mégawatt de pointe, sur les moments où le réseau est très tendu de consommation, on peut atteindre des prix qui aiguisent les appétits. Pour vendre au plus cher et engranger le maximum de profit, les candidats à la reprise des barrages EDF ne manquent pas. À commencer par le géant français, Total Énergie. On sait qu'effectivement, Total, ils aimeraient accéder aux moyens de production de pointe. En tout cas, il y a une oreille attentive au niveau de l'État parce qu'effectivement, tout le monde sait que Total a largement les moyens d'investir bien plus que malheureusement le groupe EDF qui aujourd'hui est endetté. Tout le monde pense qu'on est un concurrent d'EDF. Alors, sur la partie fourniture d'électricité, on est effectivement clairement concurrent. On a à peu près ce qu'il faut pour fournir de l'électricité à quasiment 2 millions de personnes en France. Notre ambition à horizon 2030, c'est de passer à peu près de 2 à 4, donc on va doubler. On a décidé, Total Énergie, de ne pas investir dans le nucléaire puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on est un producteur de pétrole et de gaz et on est un producteur d'énergie renouvelable. En revanche, est-ce que l'hydroélectricité intéresse Total Énergie? La réponse est oui. On a déjà fait part aux autorités
éventuellement notre appétit si un jour ça s'ouvrait. Ça nous intéresse parce que ça nous donne accès à de la flexibilité renouvelable et ça, c'est extrêmement intéressant. On connaît Total et on connaît son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, si Total investit 10, c'est pour récupérer non pas 100 mais 1000. Donc il y a des craintes à avoir sur ce qu'attendrait Total ou un autre partenaire en devenant co-investisseur des ouvrages hydroélectriques. Et puis les barrages ne sont pas de simples usines à produire de l'électricité. Ils constituent également une pièce maîtresse dans les multiples usages de l'eau. Depuis l'après-guerre, EDF est concessionnaire des barrages. Il y a des accords qui se sont mis en place. Des accords aussi avec les municipalités pour lesquels il n'y a pas forcément de contrepartie. Je vais vous citer un exemple. Ici, on a par exemple des parkings, du tourisme, des parkings qui sont accessibles gratuitement. On a eu beaucoup de fréquentation cet été avec des randonneurs. Aujourd'hui, ils peuvent stationner gratuitement. EDF participe à l'aménagement du territoire. On pourrait imaginer qu'un opérateur privé, demain, les parkings deviennent payants. Et puis l'arrivée éventuelle de nouveaux acteurs paralyse EDF. L'hydroélectricité, l'énergie verte par excellence, ne progresse plus en France. Qu'est-ce qui se passe? On a tout un tas de projets d'investissement qui sont coincés dans les cartons. Comme EDF ne sait pas si demain, ça sera lui ou pas qui va exploiter, on a arrêté tous les investissements. Les patrons, aujourd'hui, ils regardent aussi la rentabilité. EDF est devenue une boîte privée, c'est une société anonyme depuis les années 2000. Donc aujourd'hui, EDF dit, attendez, je ne vais pas investir dans des automatismes où on pourrait aussi faire de l'augmentation de puissance, on pourrait retailler. On a aujourd'hui, les technologies nous permettent de gagner de la puissance sans toucher forcément beaucoup aux installations, sans refaire des barrages. Putain, ils disent on va ramener l'industrie en France. C'est pas vrai? Eh ben... Ils veulent réindustrialiser la France. Aujourd'hui, tout est réindustrialisé. On a vendu les turbines à Ravel. Ouais. Aujourd'hui, on a sacrifié Nerpic. Nerpic, qui était le berceau de tous les barrages, ça a tout été fait par Nerpic. Pour le moment, le dialogue entre Paris et Bruxelles est au point mort. Tout le monde commence à perdre patience. Bon, à un moment donné, il va falloir taper sur la table. Il faut qu'on soit capable de dire, écoutez, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais les concessions hydroélectriques, c'est de l'ordre de la souveraineté, c'est de l'ordre du sensible, c'est exercé par l'entreprise détenue par l'État qui s'appelle EDF. On maintient le statu quo, ça marche, c'est performant, c'est pas cher. Voilà. Il est hors de question que la France se prive de ses barrages. La France doit dire à l'Europe, niet. Bon. En attendant, à la suite de la récente crise énergétique, c'est le choix de la relance du nucléaire qui s'est imposé en France. Au nom de la souveraineté nationale et de la protection du climat, mais en laissant de côté l'épineuse question du traitement des déchets générés par cette énergie, pas aussi propre que cela. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, c'est la renaissance du nucléaire français. Au programme, la construction prévue d'au moins 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Des centrales de nouvelle génération sur le modèle de Flamanville, qui a difficilement vu le jour fin 2024, avec 12 ans de retard et un coût multiplié par 6 par rapport aux prévisions. Ces nouveaux travaux d'Hercule sont toujours présentés comme incontournables. Si c'est pas le nucléaire, qu'est-ce qu'on a? Le pétrole, on est ultra dépendant, on n'a pas de pétrole en France. Le gaz, on est ultra dépendant, on n'a pas de gaz en France. Les énergies renouvelables, on est ultra dépendant. On n'a pas les matières premières qui permettent de construire les panneaux solaires ou les turbines éoliennes en France. On est toujours dépendant. Donc on choisit l'élément le moins risqué. On pense qu'il va y avoir une croissance de la consommation d'électricité avec beaucoup de véhicules électriques, puisque les lois européennes imposent qu'on ne vende plus de véhicules thermiques en 2035. Il y a un autre phénomène dont on pourrait parler, c'est celui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle amène à la création de très grosses fermes de serveurs. Ces centres de gestion des données sont de très gros consommateurs d'électricité. Donc tout cela fait que la consommation d'électricité en France devrait augmenter de façon assez significative, 2 ou 3% chaque année, mais pendant 15 ou 20 ans.
Cette doctrine du toujours plus d'électricité, chère à EDF, ne s'est pourtant pas vérifiée ces dernières années, comme ne manquent pas de le souligner les opposants au nucléaire. Globalement, on a toujours eu en France des narratifs politiques et des narratifs de la part d'EDF sur une forte augmentation de la consommation d'électricité. Il y a aujourd'hui de bonnes raisons pour qu'il y ait d'un côté une tendance à l'augmentation de la demande électrique, mais de l'autre côté, il y a des potentiels pour être plus sobre aussi dans certains usages de l'électricité. Donc il n'est pas du tout garanti mécaniquement que la consommation d'électricité augmente. Elle a même baissé de 2% depuis 2020. Serait-il alors possible de tourner le dos au tout nucléaire? Aller vers une électricité 100% renouvelable? L'hypothèse se heurte jusqu'ici à un océan de scepticisme. Le 100% renouvelable, c'est possible parce que ce n'est pas impossible. Mais simplement, c'est à des coûts tellement élevés que toute l'électricité qu'on sait générer quand il y a du vent ou du soleil, il faut en stocker des montagnes extraordinairement coûteuses, peut-être à la limite de ce qui est faisable si on veut vivre entièrement là-dessus. Et puis pour aller plus loin dans la transition vers l'éolien et le solaire, encore faut-il que ces nouveaux éléments dans le paysage soient acceptés par les riverains. Au parc éolien de Saint-Nazaire, c'est la mission de Charlotte Sugliani, la très officielle responsable du consentement d'EDF dans la région. C'est pas beau, vous dites? Oui. Bon, bah après, tous les goûts sont dans la nature. Hein, exactement. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi elles sont là, les éoliennes? Mon métier consiste à échanger avec les habitants, les élus, les pêcheurs, les plaisanciers, les associations environnementales locales, pour les informer sur le projet et également adapter le projet pour qu'il se déroule en bonne intelligence. Les gens du coin, ils ne râlent pas pour autant à la construction de ces éoliennes, parce que ça gâche le paysage et tout ça. Alors, il y a effectivement des... Vous avez des réticences un peu quand même dans le domaine? Oui, c'est essentiel. On a des questions, des inquiétudes qui sont soulevées sur l'impact environnemental du parc, mais les personnes terminent leur phrase en disant « Oui, mais la souveraineté dans la production d'électricité, on dit oui aussi. » Si ça ne dégrade pas la faune marine, si, donc voilà, c'est bien. Voilà, on voit le réchauffement climatique, c'est concret dans nos vies, les canicules, les incendies. On a vu les prix de l'énergie exploser avec la guerre en Ukraine. Donc effectivement, on préférait qu'elles ne soient pas là, les éoliennes, mais il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, ça c'est ce qu'on entend de plus en plus. Mais au-delà des choix énergétiques qui seront faits, une certitude se dégage. Le prix de l'électricité va être de plus en plus imprévisible. Parce qu'il est prévu que l'Arenh, l'énergie nucléaire bon marché, la grande spécificité française, disparaissent bientôt. Le système qu'on a aujourd'hui de nucléaire régulé sur les factures de consommateurs s'arrête fin 2025. Qu'est-ce qui va succéder à ça? On s'oriente vers une solution complètement au marché. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nucléaire régulé pour personne. Le prix qui sera payé, ce sera le prix de marché. Et pour avoir un prix de marché de l'électricité bas, il faut produire plus d'électricité bas carbone. Et ça, avant 2035, ça ne pourra venir que des énergies renouvelables, puisqu'on n'aura pas de nouveau nucléaire avant 2035-2037. Ensuite, il faudra aussi payer la note des nouvelles centrales nucléaires à construire. Une centaine de milliards d'euros sur 20 ans. Il y a aussi le coût des réseaux. Parce qu'il faut développer des interconnexions avec le reste de l'Europe, moderniser le réseau. Donc vous avez 250 milliards d'ici 2040. Et c'est le consommateur qui va payer. En France, le montant de la facture d'électricité était jusqu'ici en dessous de la moyenne européenne. Elle va fatalement s'en rapprocher lors des 10 prochaines années. Jamais le mot sobriété n'a aussi bien résonné avec celui d'électricité. Quand vous êtes un particulier aujourd'hui,
Si vous voulez payer moins cher votre électricité, la première chose, c'est de toute façon d'arriver à faire des économies, c'est-à-dire être raisonnable sur le chauffage, couvrir pour la cuisson. L'efficacité de l'électroménager, votre frigo qui consomme moins, les bâtiments qu'on va isoler. Ne pas chercher à exploiter ces potentiels de réduction de consommation, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied par rapport à nos objectifs d'indépendance énergétique, par rapport à nos objectifs climatiques et par rapport aux objectifs de maîtrise des prix et des factures d'électricité en France et par extension en Europe. Car il ne faut pas se méprendre sur la récente baisse de la facture en France, la première depuis 2018. Ce recul des prix est sans doute temporaire. Mais à l'heure où la transition climatique devient une urgence vitale, au moment où toute l'énergie se doit d'être la plus décarbonée possible, notre très chère électricité n'a jamais été une énergie aussi précieuse, quoi qu'elle nous coûte.